Je sais que beaucoup d'entre vous aimeriez faire des pizzas réussies à la maison sans pour autant avoir à plonger tête la première dans toutes les connaissances qu'on peut acquérir dans le domaine. Et comme j'avais cette petite idée en tête depuis un moment, eh bien on va faire ensemble une recette très simple et surtout une technique très simple pour réaliser une pâte à pizza. C'est parti. On a préparé les ingrédients. On va commencer donc à partir de l'eau. On aura la farine, la levure sèche, un peu de sel et je vais aussi mettre de l'huile d'olive. Et pas la peine de vous écharper dans les commentaires, c'est facultatif. Si vous n'aimez pas, vous en mettez pas. Si vous aimez, vous en mettez. Vous faites ce que vous voulez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser un simple mélange des ingrédients. C'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait beaucoup d'eau pour que la pâte s'hydrate quand même relativement rapidement. Un bon mélange des ingrédients et après on va laisser tout simplement en vrac comme ça, à couvert, au frigo pendant 48 heures. Donc, comme je le disais à l'instant, ça va être très simple. On va commencer par dissoudre le sel dans l'eau. J'ai choisi du gros sel. Si bien sûr vous voyez quelques impuretés dans le sel, genre un petit caillou qui serait resté au criblage ou un cristal qui ne veut pas se dissoudre, vous le retirez. Ensuite on ajoute toute la farine d'un coup et on vient verser la levure par-dessus. Je vous rappelle que la levure sèche instantanée n'a pas besoin d'être réhydratée pour fonctionner, à l'inverse de l'active. Et si vous voulez un petit rappel sur les levures, je vous invite à regarder la vidéo en cliquant sur le lien en haut à droite de l'écran. Prenez votre cuillère et on va faire un petit mélange très rapide. Je vous répète, on ne va pas du tout faire de pétrissage mécanique, on va simplement bien hydrater la farine et après on laissera directement fermenter jusqu'au moment de détailler les pâtons. Et pourquoi ça marche? C'est parce qu'en fait le gluten se développe tout seul simplement par des procédés naturels lorsque l'eau est mise en contact avec les protéines de la farine. On pense bien aller en dessous pour chercher la farine sèche et la ramener dessus. Là, on a intégré la majeure partie de l'eau, la farine commence à être hydratée. Si vous avez envie de mettre de l'huile d'olive, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et dernière étape, c'est d'intégrer cette huile d'olive. Voilà, là on peut y aller à la main, on a juste besoin de presser comme ça pour intégrer correctement tout ensemble. On ouvre la main, on prend la pâte, on serre le poing. C'est aussi simple que ça. Et là on est bien en train de faire un mélange, un phrasage et pas un pétrissage. Donc vous voyez bien là qu'il n'y a aucune structure, c'est-à-dire que si je prends un morceau de pâte et que je tire dessus, il se déchire automatiquement. Notez bien ça mentalement dans votre tête et vous verrez la différence lorsqu'on l'aura laissé reposer au bout de 48 heures. D'ailleurs, pour constater un résultat, il n'y aurait pas besoin d'attendre 48 heures, mais là il s'agit aussi de la laisser fermenter pour qu'on puisse ensuite faire les pizzas avec du goût. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ensuite? Pas grand-chose, principalement couvrir la pâte avec un film ou un couvercle réutilisable comme celui-ci. En hiver, comme en ce moment, on pourra laisser la pâte démarrer 1 heure à température ambiante et ensuite on la met directement au frigo pour 48 heures. À l'inverse en été et pour des températures ambiantes au-delà de 25 degrés, il faut la mettre tout de suite au frigo. Je lis souvent l'argument qu'on ne sait pas forcément quand on aura envie de faire une pizza et que donc c'est difficile de s'y prendre plusieurs heures à l'avance, voire même plusieurs jours à l'avance, comme dans le cas d'aujourd'hui. Mais au contraire, je pense que c'est beaucoup plus simple de s'y prendre 1 ou 2 jours à l'avance qu'au dernier moment. Maintenant, si vous souhaitez vraiment réaliser une pizza de dernière minute, eh bien, je vous suggère de regarder la vidéo qui s'affiche en haut de l'écran, dans laquelle je présente une recette pour une fermentation vraiment très rapide et qui donne un résultat plus que correct. Mais pour revenir au sujet d'aujourd'hui, en fait, vous avez juste une seule habitude à prendre, c'est tout simplement de vous dire « je veux une pizza pour samedi », et bien je dédie 5 à 10 minutes de mon temps le jeudi soir ou le jeudi midi pour faire la pâte, et ensuite le samedi ou le week-end, normalement vous êtes un peu plus libre, et dans ce cas, il faudra simplement préparer les pâtons 4 à 5 heures avant le repas choisi. Voilà, la parenthèse étant fermée, on se retrouve 48 heures après.
Maintenant que ça fait 48 heures que c'est au frais, on va pouvoir regarder l'apparence. Donc là, on voit que la pâte, elle est encore grossière. C'est sûr, vu qu'on n'a pas fait une boule lisse. Mais par contre, on a récupéré l'extensibilité qu'on n'avait pas avant. Donc là, on peut clairement voir le voile de gluten qui s'est formé tout seul. On peut tirer. Là, ça se déchire encore un petit peu. On va donner de toute façon une forme au pâton, ce qui leur permettra de récupérer encore un peu de force. Au niveau du matériel, on aura juste besoin d'un bac éventuellement, si vous voulez, ou à défaut des petits bols ronds de faible taille, de faible volume. Et pour enlever la pâte de la bassine, on aura besoin d'une corne qui fera aussi office de coupe-pâte comme elle a le bord biseauté. Donc si vous utilisez le bac, mettez un petit peu de semoule de blé dur dans le fond pour pas que les pâtons accrochent. Si au contraire vous utilisez des bols, alors dans ce cas-là, il vaut mieux mettre un petit filet d'huile dans le fond que vous répartissez avec la main. Donc on va simplement prendre la corne et on va débaquer la pâte directement sur le plan de travail. Pas besoin de mettre de farine. Donc là on voit bien qu'il y a eu une activité fermentaire avec tous les petits filaments et les bulles d'air. On peut diviser simplement la pâte en le nombre de pâtons qu'on avait prévu sans pour autant peser. On n'est pas, dans le cadre de la maison, on n'est pas à 2-3 grammes près. Et pour bouler les pâtons, je vais vous proposer diverses techniques. Donc la première serait tout simplement de prendre les rebords et les ramener au centre. Pareil ici, voilà, au bout. Et à chaque fois qu'on voit une sorte de pointe, on la ramène au centre. Voilà, on prend les bords, on ramène au centre. Ça fait comme une sorte de petit ravioli. On scelle le tout en haut. Et on a un premier pâton qui est fait. Si on veut, on peut donner un petit peu de tension en mettant les mains à la base, en appliquant un peu de force vers le plan de travail et on tire le pâton vers soi. Après, on tourne d'un quart de tour et on refait ça. Bon là, c'est suffisant pour celle-ci. Et on dépose dans le bac. Autre technique plus conventionnelle, ça va être, encore une fois, on essaye de ramener un petit peu une forme ronde au pâton. Mais une fois que c'est fait, on retourne tout de suite. Et là, on va faire uniquement le geste que j'ai montré précédemment. Donc soit, si on a un coupe-pâte plat, ça peut être utile, on le met incliné de 45 degrés à côté du pâton et on pousse dans la direction opposée. Et après, on ramène le pâton en le faisant faire un quart de tour à nouveau. Toujours comme ça, on pousse. Et là, on voit que la pâte se tend au fur et à mesure sous le pâton. Bien sûr, pour faire ça, il ne faut pas de farine, sinon ça ne marchera pas parce qu'il n'y aura pas d'accroche sur le plan de travail. Voilà. Et là, on a récupéré un peu de tension. Après, on peut un petit peu insister si on veut que le pâton se tienne plus longtemps. Mais ce n'est pas extrêmement nécessaire d'abuser à ce niveau-là. Deuxième pâton fait. Bien sûr, la technique que je viens de montrer, ça fonctionne aussi avec les mains si vous n'avez pas de coupe-pâte. Toujours le même système. On prend, on garde les mains à la base du pâton et on tire en appuyant bien contre le plan de travail. Et là, on voit bien qu'on a récupéré un aspect lisse. Une fois que tous vos pâtons sont prêts et sont conditionnés, soit en bac, soit dans des bols, n'oubliez pas de couvrir hermétiquement pour éviter qu'il y ait une croûte qui se forme à la surface qui rendra difficile l'étalage après. Et maintenant, les pâtons, on les laisse minimum 3 heures à température ambiante. Mais là, comme ils sortent du frigo, il y a des chances qu'on ait besoin de 4-5 heures. Voilà pourquoi c'est la seule chose qu'il faudra prévoir dans votre organisation.
4-5 heures avant le moment de les cuire. Ça fait maintenant 4 heures que j'ai laissé reposer les bâtons. Là on voit qu'ils sont bien gonflés. Malgré les 70% d'hydratation, on a une pâte qui n'est pas trop collante puisqu'on a utilisé la bonne farine. Mais bien sûr, ça n'empêche pas d'utiliser la semoule de blé dur pour étaler. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. J'en mets déjà dessus, comme ça, ce sera fait pour les décoller. Là, je vais en mettre un petit monticule. Voilà, donc ensuite, il suffit d'étaler la pâte. Alors, c'est relativement simple, hein, puisque on va venir presser simplement avec les doigts jusqu'à toucher le plan de travail. Pour la taille du rebord, vous faites comme vous préférez. Si vous avez envie d'avoir pas mal de bords, vous laissez 1,5 cm, 2 cm. Ça, c'est vous qui décidez ce que vous préférez. Ensuite, pour étirer la reste de la pizza, il suffit de les mettre sur les points comme ça. On va tout simplement étirer et après changer d'angle. On étire un peu, on change d'angle, on étire, ok, jusqu'à atteindre la bonne taille. Donc là, moi, ça va être des pizzas relativement grandes, hein. J'avais 280 g de pâte, donc on va chercher du 32 cm. Ensuite, on peut garnir de façon simple, avec les ingrédients de votre choix. Et là, pour vous donner une idée d'un rendu réaliste chez vous, si vous n'avez pas de four spécifique pour la pizza, on va tout simplement cuire à température plus basse, même si c'est un four pro. Je l'ai réglé à 250 degrés. J'enfourne ça et je vous montre le résultat après 7 à 8 minutes de cuisson. Donc ça, c'est le résultat de la première cuisson en mettant tous les ingrédients dès le début. Donc ça a pris 6 minutes. À 250 degrés, donc on a une belle coloration quand même des bords. Là, c'est un peu plus timide parce que je ne l'ai pas tourné. En dessous, c'est bien cuit également. On a une belle texture, assez fine, craquante. Ce qui serait intéressant, c'est de voir justement les alvéoles à la découpe. Alors là, j'ai pas d'assistant aujourd'hui pour filmer, donc je vais faire comme je peux. On va juste couper le bord. Donc là, c'est la structure de la pâte. Je vous rappelle qu'il n'y a eu aucun pétrissage. On a juste mélangé les ingrédients. Alors vous voyez que pour une méthode très simple, on peut quand même espérer obtenir des bons résultats, puisqu'en réalité, le travail se fait surtout sur la façon d'étaler et la cuisson pour obtenir des bords comme ça, un petit peu gonflés. Alors, on en cuit une autre. Après, si vous préférez que la mozzarella conserve un aspect un peu plus, on va dire, intègre, qu'elle soit moins fondue, caramélisée, dans ce cas-là, je vous propose de faire les 4-5 premières minutes de cuisson comme ça, avec juste la sauce tomate. Et après, on pourra donc observer la différence lorsque l'on met la mozzarella uniquement les 2-3 dernières minutes. Donc au bout des 4-5 minutes, on sort la pizza du four, on la met sur une grille, on ajoute la mozzarella. Et ça retourne au four pour 2 minutes de plus maximum. Là, on aura une mozzarella qui aura moins fondu. Ça peut être intéressant si vous préférez le côté un petit peu encore laiteux, consistant de la mozzarella. En tout cas, c'est une alternative, une autre façon de procéder. À vous de voir ce que vous préférez. Et encore une fois, donc on est à 250 degrés, on a une coloration pas mal.
On a une belle texture avec une mie fine, en tout cas qui a bien cuit. Toujours un peu de croustillant. Vous n'entendrez pas forcément au micro, mais c'est croustillant. Vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'étalage à la main? J'ai une solution pour vous. En fait, ce que je voulais dire, c'est que si vous n'êtes pas à l'aise avec l'enfournement, surtout avec une pelle, ou si vous n'avez pas de pelle, dans ce cas-là, on peut tout simplement prendre un plat qui va au four. On va mettre un petit fil d'huile. Pas beaucoup, c'est pas vraiment nécessaire d'en mettre plus. On le répartit vite fait partout. Là, ce qui est important, surtout avec celle qui est en plaque, c'est de bien se débarrasser du surplus de farine quand même. Donc on ne va pas hésiter à passer la pâte d'une main à l'autre comme ça, pour pas qu'il y reste trop de farine, parce que sinon avec l'huile, ça va faire une petite consistance un peu pâteuse à la base, c'est pas top. Donc on supprime bien l'excédent de farine. Après, on ramène sa plaque et on dépose tout simplement la pâte dedans. Et là, si ça fait pas la taille, on peut ajuster un petit peu. C'est pas non plus dramatique, hein. Je vais pas trop insister moi. Juste remettre les bords en place. Et à nouveau, on va garnir en deux temps parce que moi je trouve ça plus sympa. Et pareil, ça part au four, toujours à la même température, 250, 270 si vous pouvez. C'est pas mal et ça va rester comme ça 4 à 5 minutes. Et après, on continue à garnir. Mozzarella. Bon, je sais, tout le monde me dit que les pizzas, je fais toujours les mêmes, que c'est simple. Mais pour la plupart des exemples, c'est plus simple de faire ça uniquement, comme ça au moins c'est rapide à garnir. Et on a toujours le même aspect visuel qui permet d'avoir un point de référence plus stable que si on garnissait chaque fois différemment. Mais je ferai des vidéos avec des recettes spécifiques. Et on repart pour 2-3 minutes. On va tout de suite sortir la pizza du moule pour la faire refroidir. Là on est bien, là la cuisson est un petit peu plus légère, je devrais laisser plus longtemps. Bon, on va s'arrêter là, c'est vraiment juste pour l'exemple de la méthode. Dans un moule, du coup, en dessous, on va avoir une cuisson un peu différente. Ça va avoir tendance à cuire plus par plaque comme ça que par petits points. Et pour avoir une belle cuisson avec une plaque, idéalement, il faudrait les plaques en fer bleu. Il me reste le dernier pâton. Est-ce que ça vous dirait de voir éventuellement une version, on va dire, étalée, plus comme une pizza romaine, plate? Que vous ayez répondu oui ou non, je vais quand même le faire. Donc on commence cette fois-ci par les bords, tranquillement. Et après, on ramène vers le centre. Cette pizza, on peut aussi l'étaler au rouleau, mais moi j'aime bien le faire à la main, même en gardant un maximum de finesse, on peut le faire. Et ça donne un tout petit peu plus de texture à la pâte. Mais au rouleau, ça fonctionne aussi très bien. Donc là, tout simplement, on va bien appuyer sur toute la surface jusqu'à obtenir la taille qu'on désire. Il faut que la pâte fasse à 1 mm ou 2 d'épaisseur maximum. Donc on touche pas au réglage du four, on est toujours à 250-270. On va venir mettre la sauce tomate vraiment jusqu'au bord du disque de pâte pour pas que ça gonfle et qu'on ait toute la surface bien recouverte. Attention à ne pas faire déborder la sauce tomate à côté. C'est un petit peu casse-pied, des fois ça colle à la pelle. Et là pour la cuisson, on va mettre à 2 minutes seulement avec la sauce tomate et après on mettra la mozzarella. C'est vraiment tout juste la taille là. C'est marrant, ça n'a pas du tout le même aspect. Ça fait plein de petites bulles à la surface. Et les bords, ils se développent quand même, ils essayent de gonfler un petit peu. Mais évidemment, comme il n'y a pas d'air qui a été poussé vers le bord, on a des petites bulles. On garnit avec le reste de mozzarella. Pareil, on va assez proche des bords. Sinon, on va se retrouver avec des parties qui ne sont pas très bien garnies. Voilà, je suis un peu à sec de mozza. Un filet d'huile. Et ça repart au four pour 4 minutes.
Et voilà notre pizza romaine, vraiment très très fine, avec la mozzarella caramélisée juste ce qu'il faut, les bords bien saisis, craquants et cassants, comme on les aime. Je ne sais pas si vous entendez ça. Voilà pour la romaine. Vous voyez les résultats qu'on peut obtenir avec une technique vraiment simple. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs. Je voulais ajouter que même si cette technique existe et qu'elle donne des résultats plus que corrects, il ne faut pas non plus croire que le pétrissage ne sert absolument à rien, au contraire. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre un petit peu plus ou aller plus en profondeur dans les détails de la fabrication de la pâte, eh bien, je vous encourage à cliquer sur les vidéos que vous voyez à droite et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Et sur ces belles recommandations, je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!